Hello, hello. Est-ce que ça a marché? Salut tout le monde. Bon alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon tout premier stream, donc je vous demande d'être un peu indulgent, il y a un peu de trac, un peu de mise en place à faire. Donc déjà, bonjour. Merci Marion. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Stéphanie. Je suis en fait QA engineer, c'est-à-dire que je m'occupe de la qualité des applications. Et j'ai choisi de faire ce stream donc, pour vous parler un peu des bonnes pratiques et surtout des pièges à éviter quand on veut faire du vibe coding d'application, basé sur mon expérience, parce que j'ai pas mal fait joujou avec le vibe coding pour voir où est-ce que ça va, qu'est-ce que ça produit et tout ça. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse ça simplement, on va juste discuter. Moi, je vous donnerai les points et puis n'hésitez pas à réagir. Voilà, l'idée, c'est qu'on ressorte tous de là avec des nouvelles idées pour aller créer nos applications. Et puis, bien sûr, je ferai mon boulot. Je vous mettrai les warnings. Je suis aussi là pour apporter les mauvaises nouvelles. C'est dur de bosser dans la qualité. Mais en gros, voilà pour le contexte. Du coup, je vous propose de commencer. J'ai imaginé un peu une timeline avant de commencer son projet, une fois qu'on a commencé son projet, et puis après, je vous donnerai un peu les gros warnings qu'il faut mettre quand on fait du vibe coding. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, l'idée c'est que ce soit un maximum interactif. Alors, déjà, quand on va commencer un projet de vibe coding, vous l'avez sûrement vu pour ceux qui ont un peu creusé le sujet. Voilà, ça tombe bien Marion. En fait, avant de commencer, il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire. Le grand piège, c'est de se dire j'ai une idée, je vais me lancer un peu tête baissée dedans et je verrai bien au fur et à mesure. Vous verrez que faut aimer se disputer avec une IA pour faire ça. Vous mettez un peu des bâtons dans les roues dès le début, si vous commencez comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de poser son projet, de savoir quelles fonctionnalités on veut mettre dedans, comment tout va s'articuler, même réfléchir au design. Moi, je vous propose de faire ce petit brainstorming avec votre IA préférée. Voilà, n'hésitez pas, il va vous poser des questions, mais l'idée c'est ça. Ce que j'ai vu passer dernièrement en conseil, c'est de demander, c'est de mettre tout ça dans des fichiers. Donc de lui demander, par exemple, vous voulez faire, je sais pas, une appli en React, donc une appli web. Vous lui demandez de mettre toute l'architecture de l'application. Quand je dis vous lui demandez, c'est vous demandez à l'IA avec laquelle vous faites votre brainstorming, écoute, moi je veux faire une appli web, fais-moi un fichier qui me donne toute l'architecture de mon appli. Ouais, voilà, moi je le mets même directement en Markdown. Je lui demande de me faire un Markdown et je le donne à Windsurf. Moi j'utilise plutôt Windsurf. Donc Windsurf, Cursor, c'est la même chose, hein, c'est des interfaces qui te permettent de coder avec l'IA. Donc voilà, on pense à l'architecture, on pense... ce qui est bien aussi, c'est lui demander de faire une description de la mise en place de l'application pas à pas. Donc ça, moi, je mets dans un petit fichier tâche.md, où là, il sait que en premier, il va falloir qu'il crée tel module de l'application, en second, celui-là, et on va dérouler l'application comme ça. L'avantage d'avoir ces fichiers, c'est que l'IA qui va vous aider à développer l'application, elle a toujours un référentiel en fait. Vous pourrez toujours lui demander genre maintenant qu'on a fait cette étape-là, relis le fichier et on passe à l'étape d'après. Je connais pas. Je connais pas du tout le MCP Task Manager et Context Set. Voilà, j'irai regarder à la fin du stream du coup. Du coup, voilà.
Donc, on lui demande de créer les fichiers qui vont nous permettre de créer l'application. On donne aussi le maximum de contexte. N'hésitez pas à lui dire pour qui vous créez l'application, c'est quoi le but de l'application, etc. Il faut vraiment, plus vous lui donnez de contexte et plus il va être précis, lui, dans l'exécution. Voilà. On n'oublie pas la stack technique aussi. Alors je sais que quand on n'a pas du tout de connaissances, c'est un peu difficile, mais toujours pareil, en discutant, en lui disant juste moi je voudrais créer une appli mobile, je voudrais créer une appli web et elle va faire ça et ça, conseille-moi en fait sur la stack technique que je peux mettre en place. Et en fait, le LLM va vous répondre moi je te conseille plutôt ça, 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 et vous partez avec ce qu'il vous conseille. Et voilà, mais au moins vous aurez décrit votre technique quelque part. Ensuite, l'autre conseil, c'est que vous allez donc il y a la mémoire, mais c'est toujours bien d'avoir des fichiers pour y revenir en fait. Parce que la mémoire, ça peut aussi jouer des tours. On contrôle pas ce qu'il met en mémoire, donc voilà. Moi, je préfère avoir quand même les fichiers, lui dire genre relis le fichier et repart de là. Au moins, je sais que on part avec les mêmes références. Autre point, vous choisissez un LLM pour développer. Alors, je sais pas du tout dans Bolt ou Lovable si on a le choix. Je pense que oui. Mais déjà, avant de vous lancer dans une appli, testez-en un peu plusieurs sur du brouillon. Et ensuite, vous prenez celui avec lequel vous êtes à l'aise et vous restez avec celui-là pour votre projet. J'ai fait l'erreur une fois de changer de LLM en cours de projet et en fait, les LLM n'ont pas tous la même façon de fonctionner, de raisonner et de résoudre les problèmes. Et en fait, ça peut être très perturbant et ça peut surtout casser votre projet en plein milieu parce que vous avez commencé avec Claude, vous êtes passé sur du GPT et en fait, GPT, il va se dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va réécrire des parties de votre app, en fait. Donc voilà, c'est un risque que vous prenez. Et puis ensuite, surtout, faites de la documentation. N'hésitez pas à donner des screenshots, à donner des exemples, à donner des références. Si vous voulez une interface utilisateur, ce qui marche bien, c'est de prendre un screenshot d'une appli que vous aimez bien et lui dire je veux une app dans ce style-là. Voilà. Et puis surtout, vous pouvez aussi lui demander de produire de la documentation pendant qu'il code. Et comme ça, vous pouvez toujours y revenir et comprendre ce que fait votre application. Ensuite, quelques conseils quand on réouvre un projet. C'est-à-dire que vous avez fait votre première session de code, vous arrêtez, vous revenez le lendemain ou 2 jours plus tard, vous réouvrez le projet. Et c'est là que faire confiance à la mémoire, ça peut être un peu tricky. Donc moi, j'ai pris l'habitude, en fait, à chaque fois que je reviens sur un projet, je lui dis « Ok, on va travailler sur tel projet, prends le temps de tout réanalyser. » Donc la structure et le but de l'application, fais-moi un résumé, au moins je sais ce qu'il a compris. Et des fois, on se fait des surprises. On peut se rendre compte à ce moment-là qu'il n'avait pas du tout retenu peut-être genre les dernières étapes, ce genre de choses. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous savez où est-ce que vous allez déployer votre application, donc pour la mettre en production, c'est de lui dire rappelle-toi qu'on va déployer à tel endroit. Et pourquoi je fais ça? Parce que souvent il y a un peu des exigences sur les plateformes où on peut déployer des applications. Et au moins en lui rappelant ça, il va se dire ok, en fait, je vais déployer sur Vercel et sur Vercel, il faut que je fasse attention à tel ou tel truc. Autre conseil aussi, c'est que par exemple, si dans votre application vous allez utiliser une API d'un autre outil, n'hésitez pas à lui filer le lien vers la guideline de cette API et lui dire en fait on va travailler avec tel truc, voilà la guideline, et au moins vous savez qu'il va suivre en fait la guideline de l'API directement. Et donc pareil, donc vous réouvrez votre projet, on lui donne donc analyse l'architecture et le but du projet, on va déployer à tel endroit,
et relie la documentation. Tous ces architecture.md, tasks.md, tout ça, en fait, relie tout, donc vous le remettez un peu genre à zéro, quoi. Donc voilà, donc là, on a ouvert notre projet, on est prêt à vibe coder maintenant. Pour être sûr d'avoir du code propre, et avoir du code propre, c'est important parce que ça permet de venir ajouter des fonctionnalités à votre application facilement, de débugger facilement et tout ça. Donc c'est important d'avoir une application qui est bien écrite. Donc un des moyens le plus simple, c'est de lui demander de suivre en fait, les principes qu'appliquent les développeurs dans la vraie vie. Il y en a qui sont très connus, donc vous pouvez lui demander d'appliquer le DRY, D-R-Y, pour le Don't Repeat Yourself. Donc ça va vous permettre d'être sûr qu'il ne va pas dupliquer des morceaux de code à droite à gauche. Et ça permet de savoir que si j'ai besoin de modifier ma fonction qui me retourne tel élément, je vais le faire à un seul endroit, il n'y en a pas une autre à un autre endroit qui traîne dans le code. Vous pouvez aussi lui demander d'appliquer le principe KISS, donc K-I-S-S, pour Keep It Simple Stupid. Et ça, c'est pareil, ça permet qu'il ne vous fasse pas des grosses usines pour faire des choses qui sont assez simples. Donc il va vous garder les fonctionnalités de façon assez simple. J'avais mis aussi dans la présentation que j'avais fait à la No Code Week le principe solide. Et en fait, je lui ai demandé d'appliquer le principe solide sur mon dernier essai. Et en fait, il est parti en vrille. Il m'a recodé toute l'application. Ça m'a pris 3 heures à peu près. Évidemment, j'avais pas fait le petit commit qui va bien juste avant. Et du coup, impossible de revenir en arrière. Donc, déjà, avec Dry et Kiss, on est bien. En plus, c'est les plus faciles à retenir. Et oui, tout marche en anagramme. Ça marche moins bien en français, les anagrammes, c'est dommage. Mais voilà. Ensuite, je viens de vous mettre l'erreur fatale. En fait, vous allez avancer dans la construction de votre application. Essayez déjà d'avancer, de découper votre application vraiment en petites fonctionnalités. Ça va vous permettre d'avancer pas à pas, de construire bloc par bloc votre application. Et surtout, une fois que vous avez construit un bloc, que vous l'avez testé et que c'est à peu près bon, vous sauvegardez votre code. Donc nous, on dit qu'on fait un commit. Donc un commit, c'est vraiment dire, OK, tu fais une photo du code à ce moment-là et on l'enregistre comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir passer donc à la tâche d'après. Et si, pour une raison ou pour une autre, pour parler crûment, ça part en couille, en fait, vous pourrez toujours lui dire genre, attends, on revient à la photo d'avant. On repart de cet état-là. Donc ça, c'est vraiment très important. Et vraiment, essayez de vous cadrer, donc de ne pas vouloir développer trop de choses d'un seul coup et de vraiment penser en mode brique, en fait. Et ensuite, évidemment, je ne peux pas ne pas vous conseiller de tester. Donc, vous avez construit votre brique, vous la testez un peu dans tous les sens. Et ce qui est bien, c'est de demander à l'IA d'écrire un test aussi qui va venir valider la feature que vous venez de faire. Alors, une des bonnes pratiques, c'est de lui demander de faire le test avant et de construire la fonctionnalité après. Mais ça, sans vraiment réussir à lire le code, etc., vous ne pouvez pas vous assurer que votre test il fait bien ce qu'il faut et que donc il va construire la fonctionnalité comme il faut. Mais bref, il y a quand même des choses un peu simples. C'est une fois que vous avez fini votre fonctionnalité, c'est de lui demander de relire le code et de vous donner par exemple lui, qu'est-ce qu'il pense qu'il peut améliorer. Je pense que ce qui est très important quand on code avec de l'IA, c'est de discuter avec cette IA. Ça, c'est vraiment très important. On a quand même la chance d'avoir un outil avec lequel on peut parler. Et n'hésitez pas en fait à lui demander est-ce que tu penses que le code que tu as écrit est pertinent. Ouais, Xavier, c'est exactement ça, c'est du TDD. Quand on demande en fait
quand on écrit le test avant de construire la fonctionnalité, on appelle ça le TDD, donc c'est du développement dirigé par les tests. Ouais, et du coup, je disais, on a un outil avec qui on peut parler, donc n'hésitez pas en fait à lui poser des questions. Pour ça, on peut switcher. Pour ça, on peut du coup switcher entre le mode écriture et chat. Là, on peut le faire dans vraiment tous les outils qui proposent de faire du développement assisté par l'IA. N'hésitez pas à utiliser le mode chat et du coup à passer en mode discussion. Ça vous permet d'être sûr qu'il n'ira pas modifier le code dans tous les sens parce que vous posez des questions. Par exemple, si vous utilisez du Claude, qui aime bien aller modifier du code alors que vous lui avez juste dit bonjour, ouais, voilà, posez-lui des questions, demandez-lui. Par exemple, moi, je lui demande est-ce que le code que tu as écrit contient des failles de sécurité? Et très souvent, en toute détente, il va me dire genre ouais, on a fait une brèche ici, ici c'est très faible, ça peut se hacker hyper facilement. Donc lui, il est détente là-dessus, mais au moins il va vous le dire, et vous pourrez lui dire ok, en fait, nous on veut faire un code safe et secure, donc on va aller corriger ça. Autre truc important, c'est que quand vous avez fini votre session pour la journée, moi, ce que je trouve pas mal, c'est de lui dire ok, fais un résumé de ce qu'on a fait en fait. Et c'est justement à ce moment-là, tu lui dis fais un résumé et enregistre en mémoire tout ce qu'on a fait. Donc lui, c'est pareil, il va vous redétailler tout ce que vous avez fait pendant cette session-là et le mettre en mémoire. Donc ça vous permet d'avoir une mémoire un peu fraîche pour la fois d'après. Ensuite, quelques petits conseils, même si je vous les ai déjà un peu donnés. Donc effectivement, n'hésitez pas à discuter avec l'IA, à poser des questions. Je sais que c'est hyper tentant de faire j'accepte sans lire ce qu'il fait. Mais si vous étiez là ce matin avec la session d'Alexis, on peut voir que en fait, ça peut aider de lire quand même et de reprendre un peu le contrôle sur ce qui se passe. Et puis n'hésitez pas à challenger ce qu'il fait, à lui dire ok, ce truc-là, tu l'as fait comme ça, pourquoi? Si vous avez testé du vibe coding, vous avez aussi sûrement vu que souvent il tombe dans des loops, dans des boucles interminables sur des problèmes où on va lui dire à tel endroit ça bug, il va dire ah ouais super, j'ai trouvé pourquoi ça bug, je vais corriger le problème, et puis ça recommence genre ah on a encore un problème, attends je vais corriger le problème, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. En fait, dans ces cas-là, surtout il faut l'arrêter, il faut pas le laisser partir en boucle. Et bonjour Olivier. Et quand il fait ça, on stoppe la boucle, on lui dit ok, en fait là, t'arrives pas à résoudre le problème, donc tu fais un pas en arrière et dis-moi ce qui se passe, dis-moi c'est quoi le problème. Et ce qui marche la plupart du temps, c'est lui redemander de faire une analyse un peu globale, déjà des causes possibles du problème. Et tout ça. Souvent, il tourne en boucle parce que, à force de travailler sur un petit coin de l'application, lui, il va prendre le contexte qui est vraiment dans ce petit coin-là, et il va un peu oublier la big picture, en fait, le reste de l'application. Et du coup, il va essayer de résoudre un problème à cet endroit, alors que si ça se trouve, l'origine du problème, elle est beaucoup plus loin. Et du coup, de l'arrêter et de lui dire genre, ok, respire un coup, re-analyse ton application au global, essaie de me trouver les raisons possibles et propose-moi un mode de résolution. Et en fait, comme ça, à ce moment-là, il va dire ah oui, ok, pardon, désolé, j'avais pas vu que c'était plutôt ici qu'est le problème, et on va recommencer à essayer de le corriger. Ce qui marche bien aussi, même si ça fait perdre des sous à Sam Altman, c'est de lui dire quand il fait bien les choses. Il faut lui dire quand il fait mal les choses, pour qu'il arrête de les faire. Mais c'est bien aussi de lui dire quand il fait bien les choses, parce que vous savez, les IA, elles apprennent un peu de notre façon
de faire nos préférences, etc. Et du coup, de lui dire quand c'est mal, il va dire ok, ça, je vais plus le refaire, en tout cas essayer de plus le refaire. Ça dépend quel LLM vous utilisez toujours. Il y en a qui sont plus têtus que d'autres. Et de lui dire quand c'est bien, c'est pareil, en fait, il va de lui-même enregistrer genre ah ok, là j'ai choisi cette solution pour résoudre ce problème et c'était pas mal, ou ça je l'ai implémenté comme ça et c'était pas mal. Et du coup, ça vous permet d'avoir aussi des habitudes d'utilisation avec cette IA qui est pas mal. Oui, ça lui arrive beaucoup de complexifier le code. Il y a ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment renforcement positif et tout ça. Et sur la complexification du code, souvent, alors je saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est pour ça que le principe du KISS il est important. C'est de lui dire en fait reste simple, parce que il y a vraiment tendance à faire des usines à gaz pour des trucs un peu simples. J'ai un collègue qui m'a dit faire du vibe coding sans savoir lire, c'est un peu comme quand on va copier-coller du code à droite à gauche sur internet pour faire des trucs. Et en fait, ouais, ça produit un peu la même qualité. Il va produire du code qui fait ce que vous voulez, mais pas forcément de la façon la plus optimale, en fait. Donc voilà, on a fait les feedbacks. Et ouais, sur cette histoire de complexité, en fait, il faut aussi faire attention aux hallucinations, parce que en fait, les IA qui produisent du code, elles sont pas hermétiques aux hallucinations, loin de là. Et il faut aussi surtout, parce que ça peut être transparent si vous faites vraiment du vibe coding en mode je te demande de faire des trucs et je regarde pas comment tu le fais. Il faut faire attention aux comportements destructifs. Parce que les IA, elles vont chercher à faire ce que vous leur demandez, un peu genre par tous les moyens. Et parfois, vous avez construit votre application, vous avez construit donc un gros bloc, vous voulez rajouter un petit bloc quelque part, et en fait, pour ajouter ce petit bloc et faire en sorte que ce bloc-là, il marche, rien ne dit que l'IA ne va pas aller détruire des blocs de l'autre côté, juste pour faire marcher celui-là. Expérience vécue, hein. Voilà, et quand vous lui demandez pourquoi, il s'est dit ouais, mais en fait, pour faire marcher ça, ce truc-là, il m'embêtait. Par exemple, ici, j'ai importé un fichier qui m'embêtait, du coup, j'ai supprimé le fichier. Et lui, ça lui pose pas de problème, hein. Il y a vraiment, voilà. Donc ça, il faut vraiment faire attention et de temps en temps lui dire genre ok, rajoute cette fonctionnalité-là, tout en ne cassant pas ce qu'il y a à côté. Oh, la bonne époque de Dreamweaver. Dreamweaver, je connais pas. Alors, comment on se rend compte qu'il est en train d'halluciner? Il faut suivre ce qu'il est en train de faire. Il y a vraiment ce truc de vous avez un assistant, il faut pas lui donner le volant, quoi. Il faut quand même que vous réussissiez à comprendre ce qui se passe. Si vous comprenez pas, à lui poser des questions. Mais il faut suivre un peu. Moi, je me rends compte, par exemple, qu'il est en train de faire des bêtises en regardant ce qui passe. Exemple très concret, j'ai une application, c'est une application web toute simple, où j'ai une traduction en français et en anglais. Un jour, je lui ai demandé d'ajouter une fonctionnalité. Pour ça, j'avais un bouton. Donc je lui dis vas-y, rajoute le bouton sur ma page avec le texte qui va bien sur le bouton. Et pas de souci, il me rajoute le bouton, il me rajoute la traduction en anglais, donc je vois qu'il m'a ajouté une ligne dans mon document de traduction en anglais, et puis je vois que en fait le document de français, il a modifié 137 lignes. Et là je fais quoi? Et en fait, je lance l'application, et en fait, en français, il m'avait réécrit toute mon application. Donc là, je lui demande, mais pourquoi tu as réécrit le truc en français? Et en fait, ça lui plaisait pas.
Il m'a juste dit genre, «Bah, en fait, ouais, moi je trouve que c'est mieux comme ça, du coup j'ai réécrit, machin, pardon, s'il fallait pas que je le fasse, j'ai un peu, overstepped», il me dit. Voilà, donc j'ai un peu pris trop d'initiative, mais voilà, si vous faites pas gaffe, en fait, vous avez juste demandé à rajouter un bouton et puis, bah, vous avez toute votre application qui est réécrite. Alors, c'est pas trop grave, c'est du texte, mais quand vous êtes un peu loin dans votre application, aller reprendre, toutes vos traductions, pour mettre le texte que vous voulez, bah, c'est embêtant. Hem, donc voilà, je lis un peu les commentaires, ça défile, ça défile, ça défile. Ouais, ouais, sur les développeurs qui copient-collent, ouais, c'est voilà, c'est sûr, il y a pas que l'IA, hein. Mais voilà. Ensuite, un autre très gros point, et là c'est vraiment un red flag, c'est que l'IA, elle en a rien à faire de la sécurité. Mais vraiment rien à faire. Donc faut pas vous attendre à ce qu'une appli que vous vibe coder, soit, safe, si vous vous en mêlez pas, un brin. Par exemple, moi il a eu du mal à résoudre des bugs, donc il m'a rajouté des logs, tout seul dans l'application, et en fait, je lance le truc, coup de bol pour moi, j'avais la console de développeur, ouverte, du coup pour regarder les logs, et en fait, il m'avait mis toutes mes clés API dans les logs. Donc en fait, ça veut dire que n'importe qui aurait utilisé mon application, avec cette console ouverte aurait vu tous mes credentials passer, quoi. OK, bah, merci pour la fun fact. Ouais, bah, voilà, il faut pas faire confiance, donc ne mettez pas vos clés d'API dans les chats. Hem, mais voilà, il faut vraiment faire attention parce que, moi de ce que je vois, il y a zéro conscience de ça. C'est pareil si, en fait, il a pas le droit d'écrire de fichiers sur votre machine. Donc il peut pas créer le fichier env local où vous allez pouvoir mettre, vos clés d'API de façon safe et secure. Et ben, moi, j'ai eu l'IA qui, en fait, m'a dit genre: «Ah, en fait, je peux pas créer le fichier env.local, c'est pas grave, je vais mettre la clé d'API directement dans le fichier». Et donc en fait, il m'a copié la clé d'API, c'était une clé d'API pour N8N, directement là où il en avait besoin. Donc c'est pareil, moi si je pousse ce code, donc sur GitHub, qui est une plateforme où je peux mettre mon code et ça me permet de après pouvoir aller l'utiliser depuis n'importe quel ordinateur, j'ai juste qu'à aller chercher mon code. Ben, en fait, ça veut aussi dire que n'importe qui peut faire ça et récupérer mes clés d'API. Ouais, ben, voilà, exactement, j'ai eu exactement le même problème, Xavier. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, c'est quand je vous dis que ça a zéro notion de sécurité, ça a zéro notion de sécurité. En fait, vous lui dites: «Ben, je veux une application qui fait ça», il va aller par tous les moyens faire une application qui fait ça. Donc il faut quand même, ouais, garder les commandes, quoi. Non, salut Olivier, non, le stream, Base-Row et N8N est terminé. C'était avec Sacha. Donc là, on parle de vibe coding, ouais. Donc voilà. Donc pour un peu les questions de sécurité. Je trouve que la meilleure comparaison que je puisse faire, c'est un peu comme si, imaginez qu'on ait une IA qui nous permette de fabriquer des voitures en promptant. Donc c'est super cool, n'importe qui pourrait, se fabriquer sa voiture adaptée à ses besoins et cetera, et l'IA, ben, elle a une idée de ce que c'est une voiture. Et en fait, donc pas de souci, on va prompter. Vous lui demandez, ben: «J'ai besoin d'une voiture qui peut accueillir, 4 personnes, pour faire, Paris-Lyon». Pas de souci. Je veux qu'elle soit rouge, voilà, et qu'elle a un grand coffre. Et ben, en fait, l'IA sait faire une carrosserie, donc elle va vous faire une belle carrosserie, elle va mettre, 4 sièges, parce que vous avez demandé 4 personnes. Pour faire Paris-Bordeaux, vous allez avoir un moteur et cetera. Donc en fait, vous regardez la voiture
Ça a l'air de marcher, mais très sincèrement, je doute que vous alliez loin. Parce qu'en fait, pour faire un Paris-Lyon, un Paris-Bordeaux, peu importe, je sais plus ce que j'ai dit, par exemple, l'IA va se dire: «Bon, dans une voiture, en fait, il y a des pédales». Il y a rien qui vous garantit que les freins, ils soient branchés, où que ce soit. Vous avez pas de frein pour avancer, pour faire Paris-Bordeaux. Vous avez pas besoin de frein pour avancer, pour faire Paris-Bordeaux, en fait. Il y a pas besoin de ceinture de sécurité, il y a pas besoin d'airbag. Enfin, en fait, il y a plein de choses où l'IA va pas se dire d'elle-même: «Faut que je mette des phares», par exemple. Et en fait, là, c'est exactement ça. En fait, en vibe codant un peu à l'aveugle, vous exprimez une idée, mais il y a tous les détails qui vont manquer et qui sont, en fait, hyper importants. Heu, ouais, Claire, c'est un peu ça. C'est que, en fait, je comprends, l'idée et c'est ce qu'on nous vend. C'est un peu quelque chose que je reproche, par exemple à Lovable, Bolt et même à toute cette mouvance, c'est de faire croire qu'absolument n'importe qui pourra créer des applications. Genre, ben, du coup, oui, mais très sincèrement, si n'importe qui, vous, moi, le premier venu, pouvait créer une voiture par IA, est-ce que vous monteriez dedans? Donc voilà, c'est ça. Et du coup, ben, je trouve ça vraiment très dangereux de faire croire à des gens, qui peuvent créer enfin, pas n'importe quoi, ce qu'ils veulent et le mettre en production, le mettre sur internet à disposition de tout le monde et hem et que tout va bien se passer. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ces derniers temps, il y a de plus en plus de personnes, du coup, qui viennent témoigner et qui, en fait, se sont fait hacker leur application, hyper facilement. Moi, j'ai vu une personne là qui disait qu'en fait, elle a mis son application en ligne, ils étaient trop contents, il y avait plein de visiteurs, vous savez les build-in publics et les succès overnight, donc il a eu 200 utilisateurs, dans sa première semaine. Trop bien. Et en fait, il s'est fait hacker très, très vite, parce qu'en fait, dans ses réponses, d'API, quand quelqu'un se crée un compte, la réponse renvoyait toute sa liste d'utilisateurs, donc tous les emails de ses utilisateurs. Donc en fait, ben, c'est cool quand on regarde et qu'on utilise son appli, ça marche, mais il a fait leaker, toute sa base de données utilisateurs, quoi. Donc voilà. Il faut vraiment faire attention. Alors j'avais une question, est-ce que tu conseilles de hyper spécifier au départ ou de splitter et faire petit par petit? Un peu les 2. Ce que je disais, c'est il vaut mieux avoir des fichiers où vous expliquez vraiment, le maximum de choses dans votre application, mais ensuite vous préparez ça avec une IA, mais vous lui demandez, de décrire en fait la construction de l'application pas à pas. Il faut vraiment penser son application comme un ensemble de blocs qu'on va pouvoir venir rajouter au fur et à mesure. Du coup, voilà, je sais plus trop où j'en étais. Est-ce que vous avez des questions, jusque-là? Enfin, d'autres questions? OK. Et du coup, ben, moi, ce que je conseille et après, être allé à parler à plein de gens, c'est un peu ce qui ressort. Heu, En fait, le vibe coding, c'est super bien pour faire un peu, ben, la carrosserie justement de votre application, de faire votre front, hem et tout ça, mais derrière, c'est bien de garder la main, en fait, sur, ben, sur tout le moteur, sur comment vous allez créer le moteur, heu et les éléments de sécurité et cetera. Donc derrière, vous pouvez mettre, des webhooks et aller, ben, brancher tout votre workflow et cetera, ou des functions. Mais voilà, moi de tous les retours, de toutes les discussions que j'ai eues, en fait, les gens finissent par faire ça, parce qu'au moins on sait ce que ça fait. Alors, on me demande si j'ai un process que j'ai pu identifier avec des outils associés, Spec avec Cloud, Wireframe avec V0, Dev avec Windsurf. Hem, oui, un peu cette stack-là, moi je préfère, discuter avec, du GPT, mais c'est vraiment une question de préférence. Je suis plus à l'aise, à discuter avec ce LLM plutôt qu'un Claude, par exemple.
Et en fait, j'ai rarement des grosses exigences pour mes applis que je fais moi-même sur, le graphisme et du coup, je lui demande, de décrire directement. Mais, ben, je sais que ça se fait avec du wireframe, ou enfin, je sais qu'on peut passer du wireframe et cetera dans d'autres outils et que ça marche aussi parce que tu peux tout à fait faire un screenshot. Tu lui dis, ben, moi, je veux une application, je sais pas, qui ressemble à Duolingo. Tu lui prends un screenshot de Duolingo et puis il va se débrouiller pour refaire la même interface. Hem Yes, OK. Lovable pour le front et dev avec cursor et windsurf. Ouais, je vois aussi de plus en plus passer ça, c'est-à-dire faire du coup, ce serait genre une première version où vraiment que le front avec un bolt ou un lovable, mais ensuite d'aller sur du windsurf où du coup on est quand même plus proche, du code. J'ai pas vraiment remarqué de choses qui fonctionnent à chaque fois. Il y a un peu des bonnes pratiques, il y a des réflexes à construire. Donc, comme je vous disais, par exemple, ne pas le laisser, tourner en boucle. En fait, dès que vous voyez qu'il est un peu dans une boucle, il faut l'arrêter, ça sert à rien de le laisser, continuer. Parce qu'en plus, s'il part dans une boucle pour corriger une erreur, en fait, il va dire genre: «Ah OK, j'ai compris d'où vient le problème, je corrige l'erreur», donc il va remodifier du code. Ce code-là ne marche pas, donc il va encore modifier et en général, il le fait pas pour aller dans le bon sens. Donc voilà. Est-ce que ça marche bien pour mettre des scripts dans Airtable? C'est-à-dire pour demander d'écrire les scripts? Oui, en fait, ça marche très bien si, ça marche très bien, mais tu as même pas besoin d'aller sur un outil, comme Lovable ou quoi. Si tu lances un Claude ou même un ChatGPT normal et que tu lui demandes de t'écrire ton script, dans le langage qui va pour faire telle fonctionnalité, ça marche, pas de souci. Et du coup, oui, voilà, ben, en vrai, ouais, dans les bonnes pratiques, il y a aussi, comme dit Xavier, lui dire et lui redire, que ce soit d'utiliser les bonnes libs ou le reste. En fait, par exemple, hem, alors comment vous dire ça? Il y a un peu des règles syntaxiques à respecter quand on écrit du code. Heu, on va appeler ça c'est du linter et par exemple, moi, je déploie mes applications sur Vercel, donc c'est ce qui me permet de mettre mes applications en ligne et Vercel est très strict sur les règles de linter à appliquer. Et en fait, ben ça, typiquement, j'arrive pas à lui faire comprendre qu'il faut qu'il respecte le linter. Je suis obligé de lui répéter à chaque fois, genre: «Relis ton code pour appliquer ces règles-là». Donc les règles de linter, ça va être, par exemple, une façon de nommer les variables, de les écrire de telle façon, de nommer les fonctions, et cetera. Ça permet de rendre le code plus lisible. Hem Et du coup, ben, voilà, moi je crois que j'ai un peu fait le tour. Pour moi, aujourd'hui, espérer mettre des applications en production qui surtout, en fait, qui traitent des informations, un peu sensibles, un peu grosses et cetera, qu'en, promptant, heu, dans du lovable et du bold sans rien comprendre de ce qu'on fait, c'est vraiment très utopique et c'est surtout hyper dangereux. Heu, je reprends l'exemple de la voiture. Heu, moi perso, je monte pas dans une voiture qui a été créée par une IA, avec du prompt. Hem, par contre, ça marche super bien pour des applis toutes simples. Moi, j'ai créé une application qui fait de la conversion d'unités, donc c'est du HTML, du CSS et du JavaScript. Il y a 0 données, tout est codé en dur. Ben là, ouais, je l'ai faite en 2 heures et en 3 heures, c'était en ligne. Donc mais encore une fois, je prends 0 risque, tout est en dur, je suis capable, de lire ce qui se passe et voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ce qui est site statique, allez-y, faites-vous plaisir, ça marche, très bien. Hem, donc la stack idéale, comme je vous avais dit, donc c'est avoir du front, vibe codé, il y a pas de souci parce que vous voyez ce qui se passe. En fait, s'il vous a pas mis votre bouton au bon endroit, vous le voyez tout de suite et vous êtes capable de lui dire de le déplacer et du coup, derrière ce bouton, vous allez pouvoir lui dire: «Ben, en fait, appelle tel webhook», et déclencher des workflows derrière. Et puis surtout, mon message, c'est pas du tout: «Ne faites pas de vibe coding». Encore une fois, on a des outils avec lesquels on peut discuter et c'est vraiment le moment d'apprendre. Dans la boîte où je bosse,
on a poussé les développeurs à utiliser de l'IA. Donc, ils sont en grosse majorité passés sous Windsurf. Et on a une développeur qui est junior mid, qui nous dit qu'en fait, elle a pu apprendre et surtout comprendre des choses sur lesquelles elle bloquait avant, et notamment l'utilisation de Docker. En fait, donc Docker, c'est une façon de packager des applications et de faire en sorte qu'elles fonctionnent dans, comment dire ça, dans un container, vraiment donc dans leur boîte. Et c'est vrai que c'est des concepts qui sont un peu compliqués, etc. Et elle, en fait, elle a pris un projet perso et elle s'est dit, ok, je vais utiliser ce projet pour me challenger un peu sur mes connaissances. Et elle a utilisé donc l'IA vraiment comme un professeur et comme un assistant, en lui disant je veux coder cette application, mais c'est moi qui vais les coder, et j'attends de toi que tu m'expliques et que tu m'aides, mais que tu me donnes pas les réponses et que moi j'essaye de faire les choses par moi-même. Et elle a dit en fait ça a super bien marché, et maintenant elle est vachement plus confiante en fait dans son travail. Donc c'est cool. Est-ce que j'ai des choses à vous montrer ou une petite démo? Tu veux que je lance Windsurf là maintenant? Alors en fait, je peux pas parce que je suis pas sur l'ordi où j'ai mon compte. Mais je peux par exemple vous montrer l'appli que j'ai faite. Yes. L'appli dont je vous parlais, donc qui est full statique. Ah, tu me mets dans des défis. Hein. Alors, partager l'écran. Hop. Yes. Est-ce que vous voyez mon écran? Suspense. On va dire que oui. Yes. Donc voilà, ça c'est l'appli dont je vous parlais. Donc là, c'est vraiment, il y a une page index.html, une page de CSS et du JavaScript derrière qui fait les conversions. Donc si ici je mets 1 kg en livres, qui me fait la conversion. Tous les calculs sont en dur dans le JavaScript. Il y a vraiment zéro back-end là-dedans. Donc moi je lui ai dit de me faire une interface simple, etc. Il m'a rajouté tout seul parce que voilà, là où il faut faire attention, c'est aussi sur la prise d'initiative. Quand c'est chouette, c'est bien, mais des fois il prend des initiatives un peu malheureuses. Mais il m'a rajouté lui tout seul les Essential Travel Conversion Tips. Donc il m'a mis des petites anecdotes voilà, sur les conversions. Et en fait, à chaque fois que j'ai besoin de rajouter quelque chose là-dedans, genre la dernière fois, j'ai un copain qui... Ouais, surtout Claude. Pour l'anecdote, moi j'avais l'habitude de coder avec du Sonnet 3.5. Et je me suis dit, mon nouveau projet, je vais le faire en Sonnet 3.7. Et oh là là, quoi. Pour la blague, je dis que c'est vraiment 0,2 grammes de poudre en trop, quoi. Il prend des initiatives, mais vraiment, vous pouvez arriver, lui dire genre salut, je veux une application, et par malheur vous envoyez ce prompt-là, il n'y a pas de problème, lui il va vous faire une application. Il va pas vous demander ni quoi ni comment, il y va. Le multilingue, ça s'est fait facilement, oui, assez facilement. En fait, c'est vraiment, tu as 2 fichiers texte avec des clés, par exemple, tu vois, là, tu vas avoir title, et ici, tu vas avoir essential travel température, et en fait, à chaque fois, il va venir, donc il a un fichier en français, un fichier en anglais, et pour chaque clé, il vient te mettre la traduction qui va bien. Ça, il arrive à le gérer. Voilà. Et du coup, ce que je vous disais, en fait, cette application, je la fais un peu évoluer en rajoutant des conversions. Et la dernière fois, j'ai un copain qui est brasseur et qui me dit genre cool ton app, mais moi j'ai besoin de faire des conversions de pression, parce que quand je discute avec mes fournisseurs, en fait, eux ils sont en j'ai oublié, mais voilà, ils sont en PSI alors que nous on compte en bar. Et j'ai besoin de faire cette conversion là. Franchement, je suis allé rechercher mon code, j'ai dit à Windsurf, on bosse dans ce projet là. Rappelle-toi ce qu'il fait, comment il est construit. Ok, maintenant j'ai besoin de rajouter des conversions de pression. Et il l'a fait tout seul.
Et ensuite, je lui ai demandé de me rajouter la petite anecdote sur la pression et il est venu le faire tout seul aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur le Slack de No Code France, je répondrai avec plaisir. Et voilà, et puis si vous avez des questions encore là, pas de souci. Alors attends, comment je reviens? Comme ça. Hop. Ouais. Et ben voilà, merci à vous. Et puis voilà, à dispo si vous avez encore des questions. Et puis n'hésitez pas à suivre les autres lives où ça vibe code. Vous aurez des vrais cas concrets sous la main. On a vu et Alexis était assez vite tombé sur un os ce matin. Voilà. Merci à tous. Merci Claire. Ouais, je repasserai. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.